Bonjour. Bonjour Benjamin, Bonjour Marc-Antoine. comment vas-tu cette semaine? Ça va très bien. Excellent, excellent. Oui, fait que dans le fond, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons donc de. Et cette semaine, ben, dans le fond, ça fait un peu suite, si on veut, à l'épisode précédent, je pense. Ben, en tout cas, j'ai pensé à cet épisode-là pendant ou après l'enregistrement de l'épisode précédent, où on parlait des Frères Lumière, puis on parlait des origines du cinéma et tout ça. Puis, j'avais envie, en fait, de parler des origines du cinéma d'animation et de l'animation en général. C'est ça, en fait, j'ai revu Blanche-Neige et les Sept Nains il n'y a pas longtemps, qui est évidemment, au final, loin d'être le premier film Non, c'est ça. d'animation de l'histoire. Mais justement, j'avais envie de parler de Blanche-Neige, puis je me suis dit que parce que bon, je trouve ça quand même fascinant comme film, mais en préparant, en réfléchissant à ce dont j'allais parler, je me suis dit que tant qu'à ça, on pourrait partir des origines pour vraiment parler du chemin qui s'est fait jusqu'à Blanche-Neige. Le but, c'est pas de placer Blanche-Neige comme l'espèce de, La, la barre de d'avoir départ, genre. c'est ça, ou tu sais, d'avoir une vision téléologique que tout mène à Blanche-Neige, qui est comme l'aboutissement de tout, qui est comme enfin, voici, tout ça a mené à ça, et maintenant tout part de là, puis il n'y a rien qui se fait à côté, alors que c'est complètement faux. Mais bon, c'est quand même le premier film d'animation de Walt Disney, le premier long métrage, pardon, parce que ça va être la nuance importante, là, parce qu'en animation, ça a été long avant qu'on fasse du long métrage, ou qu'on en fasse beaucoup. Donc, voilà. Puis justement, la dernière fois, tu parlais là, de conversation, ou si tu parlais de ta cousine, puis des Frères Lumière, tout ça. Puis cet épisode-là vient aussi du fait que souvent les gens ne réalisent pas. Il y a encore beaucoup d'enfants aujourd'hui qui regardent Blanche-Neige et les Sept Nains, qui découvrent ce film-là. Puis la majorité des gens à qui tu parles, de ce que j'ai remarqué, ils ne savent pas du tout que ce film-là date de 1937. Ouais. Puis tu parles avec quelqu'un, puis là, tu lui dis ah ouais, Blanche-Neige comme 1937, puis la réaction de la personne, c'est tout le temps ah non, mais ça devait pas être celui-là que je regardais. Tu sais, Mais c'est vrai que ça qui m'a marqué, c'est que, tu sais, entre le début de l'animation puis aujourd'hui, ça a quasiment pas évolué, là. Ça a évolué un petit peu, mais comme si la technique reste la même, puis c'est vraiment fou, là, tu sais. C'est ça que ça me fait capoter, là. C'est ça, ben là, c'est sûr, il y a le raster avec les images de synthèse puis l'animation 3D, il y a comme. Non, c'est ça, mais mettons le dessin animé, C'est mettons autre si tu chose, là, regardes, mais c'est ça, si tu restes vraiment dans le dessin, ouais, ouais. tu sais, si tu regardes mettons, Miyazaki, là, ça ressemble quand même à ce qui se faisait dans les 30, là. Mais exact, c'est exactement le même principe, là. C'est fou, là, tu sais. Puis, ouais, ouais. Puis tu regardes des films, je sais pas moi, c'est quoi le dernier? Mettons l'avant-dernier film Astérix, là, fait en dessin à la main, c'était l'avant-dernier, c'est Astérix et les Indiens, en 94. Puis tu regardes ce film-là, puis c'est bien moins, il y avait moins de budget, là, vu que c'était un film européen, euh, que, mettons, Disney, mais c'est ça, c'est bien moins bien fait que Blanche-Neige, qui a été fait 60 ans plus tôt. Ouais, non, c'est ça. Mm. Mais c'est ça, tu sais, comme je disais, les réactions, j'avais un ami, ben là, ça remonte au secondaire, mais tu sais, OK, ben, c'était pas Blanche-Neige, mais on parlait de Fantasia, qui est 1940. Puis là, il m'avait répondu, ah ben, je pense pas que, tu sais, ah oui, on avait vu ça en musique. Puis là, quand j'ai dit, ah ouais, c'est malade, là, 1940, tout, puis il avait répondu, ah ben, je pense pas qu'il nous ait montré un vieux truc de même, là. Mais Ouais. oui, mais c'est ça. Fait que voilà. Mais pour justement faire l'histoire un petit peu de l'animation avant d'en venir à Blanche-Neige, au final, l'animation, ben, on peut dire que c'est arrivé avant le cinéma.
Tu as parlé la semaine passée de la décomposition du mouvement, puis le stop motion en tant que tel, c'est de l'animation. On peut même dire que le cinéma, c'est de l'animation dans le sens où c'est plusieurs images une à une. La différence, c'est que c'est des images réelles qui sont captées. C'est ça. Puis, dans le fond, mais très rapidement, on essaye de faire bouger des images qui ne sont pas des images captées, qui sont soit des dessins ou d'autres éléments. Puis, même avant tout ce qui ressemble plus au cinéma qu'on connaît, il y avait tout plein d'accessoires comme le zootrope, là, qui est c'est comme une roue là, que tu fais tourner, puis là, tu regardes dans une forme, disons, puis là, tu vois, c'est un dessin qui est un mouvement décomposé, c'est plusieurs dessins qui là, tu le fais tourner, puis là, c'est par exemple quelqu'un qui fait une roulade ou c'est n'importe quoi, là, un cheval qui court, pour donner un exemple comme ça. Mais c'est ça. Mais là, évidemment, c'est tout le temps les mêmes dessins, c'est comme juste une boucle. Tu avais plein de trucs. Là. Moi, je sais que j'avais, je pense que je les ai encore, là, mais dans un magazine, ils donnaient comme des petites, c'est comme juste des petites fiches comme ça, avec plusieurs images. Tu les fais juste défiler comme ça, une à une, mais rapidement. Tu as une illusion de mouvement. Dans Animorph, là. T'en souviens de ça? Ah oui. Ouais. C'était à chaque page, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, les livres Animorph qu'on lisait au primaire. Il y avait dans le bas, c'était des histoires d'humains qui se transformaient en animaux, là, puis en animal. Puis dans le bas, à droite, tu avais comme le dessin t'avais comme le personnage principal là, de ce livre-là qui était en humain. Puis là, de page en page, ça évoluait vers la transformation en animal. Là, tu pouvais faire défiler ça pour t'amuser à voir l'animation. Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ça le principe. Donc, au final, avant même l'arrivée des Frères Lumière ou du cinématographe, tout ça, tu as aussi, t'as ces trucs-là, évidemment, qui sont plus des objets d'amusement, puis tout ça. Mais tu as Émile Renault qui invente le théâtre optique, qui permet en fait de projeter ces trucs-là. Donc, par un jeu de lumière, tout ça, là, il va organiser des projections vraiment, là, mais c'est sûr que c'est pas la même technologie qu'on connaît, mais ça rappelle presque plus le théâtre d'ombre ou des trucs comme ça. Là. Mais c'était quand même une machine comme qui... au départ, c'était circulaire aussi, donc c'était un mouvement là, répété, mais qui était comme projeté. Mais l'innovation principale, c'est d'arrêter de faire autre chose qu'une animation en boucle, puis de vraiment, au lieu de faire une roue qui tourne, juste une bande qui défile. Donc, c'était pas de la pellicule, là, c'était comme, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme juste, je sais pas exactement c'était quoi le matériau, mais c'était comme juste une silhouette découpée dans ce matériau-là qui défilait devant la lumière, mais tu avais un autre truc en arrière qui servait comme de décor. Fait que là, c'était comme projeté sur le décor. Puis tu avais un personnage qui bougeait. Puis ça, là, évidemment, tu peux rendre... C'est plus une boucle, donc tu peux le faire aussi long que tu veux. Puis c'est ça. Puis entre autres, là, il y en a seulement 2 petits films, entre guillemets, d'animation qui nous sont parvenus, dont Pauvre Pierrot, qui date de 1892. Donc évidemment, lui, c'était comme, je ne sais pas si c'est des plaquettes de verre ou de la porcelaine ou genre du papier, là, mais quelque chose dans ce genre-là, du carton. Puis c'était en couleur, là. Puis il présentait ça, puis il y avait un décor. C'est comme tous des éléments qui ça va prendre du temps avant de retrouver dans le cinéma d'animation, ironiquement. Là. Mais c'est parce que c'est tout fait de façon plus artisanale, si on veut. Puis, c'est le genre de truc que c'est pas quelque chose comme la pellicule que tu peux faire des copies ou des trucs comme ça. C'était vraiment comme une construction là, manuelle comme ça. Et donc, c'est ça. Donc, lui, il était tout seul à projeter ça au musée Grévin à Paris.
de 1892 à 1900, il y en a plusieurs comme ça, les gens vont venir voir ça, puis c'est assez fascinant, là. Puis c'est vraiment comme une petite histoire racontée là, d'un personnage. Puis il y en a un autre, là, que ça se déroule à la plage, sur le bord d'une cabine, là, puis ça dure un petit peu moins longtemps, là, je pense. Mais c'est ça. Donc, déjà, on a comme de l'animation, mais fait de façon assez artisanale, mais très innovante, puis avec plein d'éléments, justement, qu'on ne retrouvera pas avant longtemps. Ça se trouve sur YouTube, hein? Ça. Ben, je l'ai regardé sur YouTube, là, fait que oui, ça se trouve sur YouTube. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ça me tente Comme... de regarder. Exact. Comme reconstituer, si on veut, là, de façon à faire une vidéo. Là, mais oui, non, c'est ça. Sur YouTube, là, c'est comme pas mal tout ce que je vais nommer, je pense, dans le fond. Et c'est ça. Mais là, après ça, évidemment, ben là, arrive une nouvelle invention, le cinématographe. Et là, on est sur pellicule et tout ça. Et donc, l'animation va se tourner, on va se mettre à faire de l'animation avec ça aussi. Mais, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va filmer tout simplement. On va faire des dessins, puis on va les filmer. En fait, il y a deux tendances, si on veut, là. Il y a soit qu'on filme les dessins, soit qu'on dessine directement sur la pellicule. Puis c'est surtout la question de filmer les dessins comme un à un, là, une image à la fois, qui va perdurer, qui va être utilisée en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Donc il y a si j'avais assisté à un film, là, il y a Fantasmagorie d'Émile Cole, qui est de 1908. C'est pas le premier. Il y en a eu quelques-uns avant, mais celui-là, c'est le premier qui a vraiment une vraie histoire, si on veut. Donc, voilà, tu sais, c'est vraiment... en fait, c'est même pas du dessin sur papier ou quoi que ce soit, ça, c'est sur un tableau. Donc, dessiné avec une craie sur un tableau noir avec une craie blanche. Et donc, mais c'est du dessin très simple. C'est des... Je sais pas si tu l'as regardé, là, mais c'est comme des bonhommes allumettes ou un peu plus élaborés, là, mais certains qui sont vraiment bonhommes allumettes, là, si on veut. Mais c'est ça, mais c'est une petite histoire. Là, je pense que c'est un personnage là, qui s'assoit au théâtre, puis là, il y a une dame qui s'assoit en face de lui, puis elle a un grand chapeau avec plein de plumes. Donc là, il y a les plumes d'en face, puis ça le dérange. Fait que là, il se met à lui arracher ses plumes, une à une, de son chapeau. Puis après ça part vers autre chose. Là. Ça s'appelle Fantasmagorie. Là. Ça déconne. Là. Mais en tout cas, c'est ça l'histoire, là, si on veut, là, la première histoire dans le vrai cinéma d'animation. Puis, bon, évidemment, c'est en noir et blanc parce que la pellicule filmait en noir et blanc à l'époque. Et c'est ça. Bon, c'est évidemment de l'animation assez basique. Là. C'est relativement saccadé parce que, bon, c'est assez compliqué de dessiner chaque image. Ça fait... à l'époque, c'était 16 images secondes, les pellicules, je pense. Ouais, je sais pas. Il me semble que c'était avec c'est quand ils ont rajouté le son sur la pellicule que c'est passé à 24. Là. Il me semble. Mais en tout cas, peu importe, là, faire tous ces dessins-là un à un pour animer, c'est assez ardu, puis ça prend du temps, tout ça. Donc, c'est ça, l'animation, au début, est assez saccadée, puis aussi, on connaît moins, on est moins familier avec la technique aussi, là. Je veux dire, à l'époque, l'illusion était sûrement pas faite, puis je veux dire, c'est encore bien fait aujourd'hui, mais ça, c'est beaucoup moins que ce qu'on a pu faire par après. C'est ça, parce que justement, il y a eu plein de gens qui ont essayé de développer des techniques pour simplifier. Là. On peut parler de Winsor McLay, qui a travaillé comme des boucles d'animation qu'on pouvait reproduire au lieu de toujours avoir à refaire un an. Mais c'est surtout lui qui a commencé ce qu'on appelle l'animation par pause clé, je crois, qui est, dans le fond, encore les films qui sont faits en animation traditionnelle aujourd'hui, souvent, du côté expérimental, ça peut être différent, là, mais souvent, ça va utiliser encore cette technique-là aujourd'hui. Là. Disney a utilisé cette technique-là tout le temps. Puis Miyazaki aussi, là, évidemment. Puis bon, tout ce qui est animation à grande échelle, c'est que
les, les animateurs, ceux qui sont engagés pour faire les animations, ils ne vont pas dessiner toutes les images qu'il y a dans une seconde ou tous les dessins. Ils vont faire les mouvements principaux. Par exemple, je ne sais pas moi, mon personnage, il lance quelque chose, ben là, son bras, il est là, puis là, son bras, il s'en va là. Ben là, l'animateur, il ne va pas dessiner ça. Il va juste dessiner là, puis là. Puis à côté. Puis après ça, il envoie ça à ses employés subalternes, qui sont les animateurs, c'est des personnages élevés, si on veut, dans la hiérarchie du développement d'un film d'animation. Puis à côté, ben, tu as ceux qui font les animations d'intervalle, qui, dans le fond, c'est ça. Tous ces mouvements-là, ben là, c'est des employés qui vont dessiner ça un à un. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est Winston McLean dans les années 10 là, qui a le premier commencé à faire ça. C'est ça. C'est lui aussi qui a fait, si vous avez peut-être vu, là, ben, des fois, on en parle parce qu'on dit que c'est le premier dinosaure animé de l'histoire. C'est Gertie le dinosaure en 1914. Là. C'est comme juste. C'est un film principalement à prise de vue réelle, en fait, là, avec un personnage qui nous explique que bon, il y a un dinosaure, je sais pas trop. Puis là, il nous montre là, en arrière, puis il y a son dinosaure là, qui est là, puis qui se cache, puis qui fait plein de mouvements rigolos, puis etc. Donc, c'est ça. C'était lui là, qui a fait Mais ça, c'était-tu de prendre. Mettons, tu filmais un film puis tu dessinais sa pellicule après, c'est ça, dans le fond? Pour ça, ben là, pour intégrer les deux, je sais pas exactement comment il a fait, mais il y avait peut-être un peu de dessin sur la pellicule, là, mais tu sais, c'était quand même deux trucs séparés, là, dans le sens que tu sais, il nous montrait le tableau avec le dinosaure, là, mais oui, généralement, si tu voulais intégrer les deux, là, c'est sûr qu'il fallait que soit que tu dessines sur la pellicule ou que tu superposes plusieurs images, que tu viens refilmer après, là, ou des trucs comme ça. Là. Mais, ouais, exactement pour ce film-là, je pourrais pas dire. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est sûr. Mais tu sais, les films d'animation en tant que tel, là, si t'avais pas de prise de vue réelle d'intégrer, là, c'était très rare que tu dessinais sur la pellicule. Là. C'était vraiment tu filmais les dessins. Bon, dans le fond, je l'ai dit tantôt, là, je me répète. Là. Mais c'est ça. Sinon, pour continuer là, sur les innovations, il y a Raoul Barré, lui, c'est un Québécois. Puis Earl Hurd, qui ont été les premiers justement à essayer plus de séparer décor et personnages. Comme j'en ai parlé un petit peu pour le théâtre optique au début, là. Mais c'est ça, mais là, ça va être la première fois là, au cinéma, si on veut. Parce que, bon, à l'époque, si tu regardes les derniers films que j'ai cités, c'est des films qui ont soit pas de décor, tu vois juste des personnages, ou un décor très, très simple. Parce que redessiner le décor, encore une fois, 16 fois par seconde, c'est énorme. Puis en plus, si tu fais un décor trop élaboré, non seulement c'est vraiment long à faire, mais en plus, tu as le risque de ne pas être tout à fait précis, puis que l'image va trembler un peu. Ça va bouger, ça peut donner. Tu as beaucoup de films qui servent de ça comme d'effet artistique, là, quand le décor il tremble, là, quand tu regardes des films de l'ONF des années 70 ou des trucs comme ça. Là. Mais bon, quand c'est pas ton but, puis quand tu es au début de la technologie, puis que ça fait dur, ben, c'est sûr, c'est moins beau si on veut. Mais c'est ça. Puis bon, Earl Hurd, ce qu'il va développer, c'est encore une fois quelque chose qui va être utilisé là, pour toujours après. Là, c'est de dessiner. Au lieu de dessiner, par exemple, sur une feuille blanche ou n'importe quoi, là, de dessiner sur des feuilles de celluloïd transparentes et donc de pouvoir superposer des couches, donc mettre un dessin par-dessus un autre. Donc là, tu peux avoir ton décor de placer, puis là, lui, il reste tout le temps. Puis là, tu fais juste changer l'animation du personnage que tu poses par-dessus ton décor. Donc voilà, c'est aussi l'époque où on va voir la rotoscopie, là, qui est l'ancêtre du motion capture, qui est en fait, c'est que
ça sonne élaboré, mais c'est juste que il y en a qui vont se mettre à filmer donc des vraies scènes avec des vrais acteurs. Et par la suite, ben, faire développer ça, puis dessiner par-dessus les acteurs, comme pour Oui, oui, oui. se servir de l'image, dans le fond, qui a été filmée pour représenter après ça les personnages de fiction, donc pour avoir donc des mouvements plus réalistes, puis tout ça. Il y a un film de Richard Linklater, je pense, qui est fait comme ça. Puis ça a l'air vraiment fou, là. J'ai vu des images cette semaine, je checkais, là. Ah, c'est celui que Robert Downey Jr. Ben, c'est un film d'animation de même, fait que ça se peut, là, pas dans un 4, Ouais. là, mais... Richard Linklater. C'est Walking Live, je pense que ça s'appelle. OK. Ah non, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, je me souviens plus. A Ouais. Scanner Darkly. C'est C'est ça, ça, Yann. c'est ça. Ouais. A Scanner Darkly. Ah. Ça a l'air beau. Mais c'est sûr, la technologie a été vraiment, a pu être utilisée puis vraiment développée par après. Mais, mais à la base, c'était quand même vraiment simple, là, dans le sens que, tu sais, Blanche-Neige, par exemple, pour sauter à Blanche-Neige, là, il y a beaucoup d'animations qui ont été faites comme ça, là, en fait. C'est juste, ils ont filmé beaucoup de scènes avec, il y avait une actrice qui jouait Blanche-Neige, puis tout. Puis, parce que c'était la première fois qu'ils essayaient de représenter des humains puis des mouvements humains de façon réaliste. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben là, tu t'inspires justement de la réalité. Puis, d'y aller comme image par image comme ça, ben là, ça t'aide vraiment beaucoup. Donc voilà. Sinon, bon, à l'époque, c'est ça. Là, petit à petit, l'animation prend de la place, tout ça. Puis à l'époque, c'était vraiment des trucs courts, là, faisait rarement plus de 10 minutes. Là. Puis bon, c'était diffusé soit entre d'autres films ou au milieu d'un programme au cinéma, tout ça. Là. Parce qu'à l'époque, évidemment, il faut penser, ça a l'air simple de le dire comme ça, là, mais il n'y a pas de télévision. Donc, les petites séries animées de l'époque, ben, c'était au cinéma que ça jouait. Puis, évidemment, à l'époque, au cinéma, tu n'avais pas juste des longs métrages qui jouaient. Tu avais des courts métrages, tu avais les actualités, tu avais plein de choses. Là. Donc voilà, c'est là que passaient ces petits films-là. Tu as entre autres la première vraie série d'animation connue et tout ça, c'est Félix le chat en 1919 de Pat Sullivan, qui a donc continué pendant longtemps. Puis là, tu as les années 20. Les années 20, c'est entre autres des personnages super connus encore aujourd'hui, puis comme Betty Boop, puis Popeye, qui passent donc au grand écran. Tu as aussi dans les années 20, Walt Disney qui arrive, qui fait les Alice Comedies, qui sont comme des histoires, bon, c'est comme une espèce de... Bon, c'est Alice au Pays des Merveilles, là, si on veut, mais c'est tout plein de petites histoires, petits courts-métrages. Puis justement, c'était prise de vue réelle et animation. Alice qui était jouée par, par une actrice, là, par une jeune fille. Et d'animation pour le Pays des Merveilles et tout ça. Puis c'est ça, mais on est toujours en noir et blanc à l'époque. C'est donc, on voit, tu sais, je t'ai cité Betty Boop, Popeye, c'est vraiment dans les années 20, il commence à avoir justement des trucs euh, plus, plus, plus industriels, si on veut. Là. C'est plus commercial, mettons. Là. Ouais, exact. Exact, plus commercial, puis aussi plus industriel dans le sens que il y a beaucoup de studios d'animation qui vont se développer, qui vont multiplier le nombre d'employés. Ça va grossir et tout ça. Mais en même temps, en parallèle, tu vas avoir des trucs plus expérimentaux qui vont émerger, entre autres en Allemagne. Puis c'est assez constant dès le départ, l'idée de marier animation et musique, de faire de la musique et avec de l'animation qui est synchronisée avec, par exemple, des images abstraites puis tout ça. Tu auras beaucoup ça, là, entre autres en Allemagne. Norman Ouais. McLaren aussi. Là, ben, Ouais, c'est plus tard, ouais. je pense, dans les 50 là, ou 40. Ben, c'est ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça, oui, l'ONF
pas participé à ça beaucoup, là, puis Norman McLaren, puis tout ça. Mais au départ, tu as aussi comme Rhythmus 1 de Hans Richter en 1921. Donc, c'est sûr, c'est un exemple. Puis, c'est là aussi que c'est du côté là, du côté expérimental qu'on va pouvoir faire aussi des trucs là, qu'on ne fait pas ailleurs, comme dessiner directement sur la pellicule, ajouter de la couleur comme directement, parce qu'on fait ça à la main sur la pellicule, puis plein de trucs comme ça. Sinon, bon, si on retourne là, du côté plus populaire, tu as Disney là, qui continue avec Oswald, le lapin chanceux, après les Alice Comedies. Puis là, tu as Mickey qui arrive en 1928, Mickey Mouse. As-tu regardé Steamboat Willie? Ouais. Ok, c'est ça. C'est comme pas son premier film, mais c'est son plus célèbre. C'est souvent cité comme son premier film, mais c'est comme son troisième. Mais c'est ça, c'est juste. C'est un film sonore. Mais je pense que c'est un an après, comme le chanteur de jazz, 1927. Ouais. C'est ça, donc là, le son arrive, mais bon, c'est pas un film très parlant. Le personnage, lui, il parle pas bien, il me semble. Dans Steamboat Willie, je parle là. Non, il parle pas, mais qu'est-ce que je remarque, c'est la musique qui marche avec les mouvements, puis tout ça, ça arrive quand, ça, sais-tu? Ça rend ça plus intéressant, je trouve, encore. Là. Ben, c'est sûr, ça, c'est un moment important. C'est quelque chose qui se fait. Ben, ça arrive surtout justement avec l'arrivée du son comme là. Mais la question de rythme comme ça, c'est vrai que bon, dès Steamboat Willie, puis on remarque ça ailleurs, c'est vraiment. On parlait d'expérimental avec la musique, là, c'est toute la question là, de rythme avec la musique, c'est très travaillé parce que c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui vient du cinéma. Ouais. Du cinéma traditionnel. Là. Chaplin faisait ça aussi. Là. Ouais, exact. Puis même avant que. Puis je pense que ça vient aussi beaucoup qu'avant qu'on aille le son dans le cinéma, ben, il y avait quand même toujours un piano. Puis le pianiste, il essayait justement de suivre les mouvements puis tout ça. C'était son travail, si on veut. Là. Donc, il y a un aspect vraiment très rythmé, puis très la musique qui vient accompagner les mouvements, là, qui est très présente. Là, à ce moment-là dans l'animation, puis on le voit dans Steamboat Willie. Puis, c'est ça. Donc, 1928, premier film de Mickey. Puis, dans les années suivantes, ben, la série des Mickey va continuer. Puis, au final, un truc spécial, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de dessins. En tout cas, je sais pas pour les jeunes qui naissent aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment différent, mais je sais que pour nous, il y a plein de films d'animation, de courts-métrages, des trucs faits dans les années 30 que, dans le fond, on a vu quand on était petit, puis on n'avait aucune idée que ça datait des années 30. Là. Comme justement des épisodes de Mickey ou des affaires comme ça, là, ou les Silly Symphonies dont je vais parler un petit peu après. Mais c'est ça, mais déjà avec Steamboat Willie, on remarque que, bon, on est encore en noir et blanc et tout ça, mais on s'entend que si tu compares avec Fantasmagorie de 1908, c'est complètement différent. L'animation est beaucoup plus fluide. Tu as des personnages beaucoup plus élaborés, une histoire vraiment plus élaborée. Les dessins sont beaucoup plus beaux, tout ça. Les années 30, c'est un petit peu l'explosion. Tu as Tex Avery qui commence à ce moment-là aussi. C'est lui qui, entre autres, là, qui est avec les Looney Tunes puis les Merry Melodies. Donc, c'est ça. Mais Bugs Bunny apparaît, je pense, dans les années 40. Mais c'est ça. Mais tu avais déjà donc, les Looney Tunes sans Bugs Bunny à ce moment-là. Puis, c'est ça. Puis, du côté de Disney, tu as les Silly Symphonies, qui sont en fait des courts-métrages d'animation, qui sont en parallèle de séries comme Mickey ou Dingo, des trucs comme ça. C'est dans un sens beaucoup plus
travailler. Là, moi, ça me fait penser, dans le fond, à l'époque, tout était au cinéma, évidemment, mais moi, ça me fait penser à la différence entre une série télé d'animation et un film d'animation. Tu n'as pas les mêmes ressources, tu n'as pas les mêmes moyens, tu n'as pas la même volonté artistique, là, si on veut. Puis les Silly Symphony, c'était beaucoup plus haut de gamme, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Là, mais euh, c'est ça, c'est vraiment, bon, ça s'appelle les Silly Symphonies, donc là, la musique est vraiment très importante aussi. Euh, et donc, tu vas avoir bon, des moments avec de la musique classique ou juste une certaine musique vraiment élaborée. Puis, euh, bon, il y en a quelques-uns en noir et blanc, mais beaucoup vont être en couleur. Puis, de plus en plus que la décennie des années 30 va arriver, c'est vraiment, de toute façon, les années 30, c'est vraiment le moment où la couleur se répand là, en animation. Là, au cinéma traditionnel un petit peu, mais beaucoup moins là, à ce niveau-là. Et c'est ça, l'animation va vraiment se peaufiner à ce moment-là. Disney va grossir, il va y avoir de plus en plus d'employés, leurs techniques vont être de plus en plus élaborées. Puis, c'est ça. Donc, les Silly Symphony, ça se peut que vous en ayez vu là, quand plus jeune ou quoi que ce soit. Ça se trouve évidemment là, sur Internet facilement aujourd'hui. Là. Mais il y a entre autres les Trois Petits Cochons, qui est, bon, l'animation. C'est probablement l'adaptation de l'histoire des Trois Petits Cochons la plus connue. Au final, c'est ce film-là qui date de 1933. Qui est, tu remarques, c'est très chantant aussi. Là. Il y a un aspect très comédie musicale. Là. Je pense que les personnages ne parlent pas, en fait. Là. Ils font juste chanter dans ce film-là, dans Les Trois Petits Cochons. Donc, je sais pas, t'en as-tu regardé finalement des Ouais, j'ai films? regardé, c'était quoi une affaire avec des têtes de mort, là? C'était comme des squelettes, là? T'as-tu vu ça? Si je me trompe pas, il me semble que c'était ça. Là. Ça ressemblait beaucoup à du Tim Burton. Puis c'est clair qu'il y a une influence, hein? Ouais, ça se peut, c'est clair. Je les ai clairement pas toutes vues, là. Il y en a vraiment beaucoup, là. Mais, fait que je sais pas de quel tu parles, mais ouais. Il me semble que j'ai regardé ça, c'était comme une affaire avec un squelette qui bougeait. Puis, en tout cas, je me souviens plus OK, trop, mais. OK. Ah, c'est ça. Mais, c'est ça, tu sais, on voit, il y a des trucs, là, vraiment, qui essayent quelque chose. Si on sent que c'est les années 30, que c'est le début de l'animation, tu sais, c'est pas toujours le Disney sage et consensuel qu'on connaît d'aujourd'hui. Tu as des trucs, bon, là, c'est pas nécessairement osé, là, mais tu as Forest and Trees, qui est un film assez poétique. C'est juste de la nature, c'est les, c'est le feu qui attaque la forêt, puis c'est... En fait, je m'en souviens pas tant, là, mais, mais c'est ça, c'est toute l'histoire du combat, là. Ah non, le feu qui brûle les arbres, puis le, la, le combat pour essayer de vaincre le feu puis survivre, tout ça. Là. Bon, beaucoup de personnages comme ça qui sont soit des animaux, soit des arbres ou des éléments comme ça. Il y a beaucoup d'adaptations de contes déjà à l'époque, ce qu'on associe. On associe beaucoup Disney à ça aujourd'hui. Là. Mais bon, j'ai parlé des Trois Petits Cochons. Tu as aussi le Petit Chaperon Rouge. C'est la cigale. Non, c'est pas. C'est la cigale, la fourmi, c'est ça? Je pense qu'ils l'ont fait, la cigale et la fourmi, ouais. Mais aussi le lièvre et la tortue là, de La Fontaine et des autres. Mais ouais, c'est ça. Puis le lièvre et la tortue, c'est drôle parce que j'avais un livre, ben, je pense que je l'ai encore là, chez mes parents. J'avais un petit livre de contes là, de Disney, juste une petite histoire là, en quelques pages avec des images et tout. Puis j'avais le lièvre et la tortue, puis je l'ai lu je sais pas combien de fois, puis c'était genre mon histoire préférée. Puis tout. Puis, j'ai appris comme ben, j'étais encore un enfant, mais quand même quelques années plus tard, j'ai emprunté au club vidéo, puis je me suis rendu compte que mais mon livre, en fait, c'est une adaptation de ce film-là. Ah Puis, ouais. puis j'ai appris bien des années plus tard que ce film-là, ben, il datait de 1935. Ah, c'est-tu le film que c'est comme plein de petites histoires qui sont regroupées ensemble? Puis que ça donne quelque chose au total? Là, tu sais, comme... Il me semble que j'ai ça chez nous, là. Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles, En tout cas, mais je sais pas. Mais je sais que j'avais. Mais je sais que j'avais une cassette chez nous avec comme plusieurs courts-métrages, puis je regardais tout le temps celui de La Lièvre et la Tortue.
Sauf, fait que je sais pas si c'est... Mais je pense qu'il y en avait plusieurs là, de ça. C'était juste comme des compilations de Silly Symphonies, mettons, des trucs comme ça. Puis j'avais... C'est ça, dans le fond, j'en avais un que j'ai vraiment regardé beaucoup parce que j'aimais beaucoup l'histoire du lièvre et la tortue dans mon livre. Puis là, mes parents m'avaient acheté, c'est ça, un petit recueil de courts-métrages en VHS comme ça. Puis il y en avait un que je regardais tout le temps, puis c'était Le lièvre et la tortue, mais c'était pas Le lièvre et la tortue, c'était comme la suite. C'est comme ils ont fait un autre film, je n'ai même pas noté le nom, là, mais sorti en 1936, là, un an après Le lièvre et la tortue. Puis c'était les deux personnages, mais qui font un combat de boxe. Puis là, je l'ai revu comme, c'est ça, cette semaine. Puis je m'en souvenais, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu, puis c'était fascinant. Puis, évidemment, quand je regardais ça, je n'avais aucune idée que ça datait de 1936. Là. Et non, c'est assez drôle. C'est vraiment violent, là, par contre, là, celui-là, là, le combat de boxe. Là. Le lièvre là, qui assomme la tortue de façon... En tout cas, c'est vraiment très violent. mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes les Silly Symphonies, j'imagine que tu as remarqué, par exemple, comparé à des trucs plus vieux, que tu vois vraiment l'évolution qui a eu lieu là, dans le monde de l'animation. L'animation qui est vraiment fluide, le dessin qui est très travaillé, il y a des belles couleurs, il y a des décors, il y a tout ça. Il y a, justement, les mouvements sont vraiment, bon, je l'ai déjà dit, là, mais vraiment fluides. C'est pas du tout saccadé comme on pouvait voir 20 ans plus tôt, ou moins que ça. Puis voilà, c'est vraiment aussi, c'est comme je disais, c'est une certaine industrialisation de Disney qui multiplie son nombre d'employés, tout ça. Puis voilà. Mais tout ça, ce sont des courts-métrages. Et il n'y a pas vraiment de longs-métrages d'animation. Il y en a eu deux, en fait, principalement. À l'époque dont je te parlais, là, avant ça, en 1917, il y a eu El Apostol. Et en 1931, Peludopolis. Donc, qui sont les deux premiers films d'animation, les deux premiers longs métrages d'animation qu'on reconnaît, mais qui sont en fait qui ont disparu. Donc, c'est des films argentins, faits en Argentine, puis qu'on a perdu aujourd'hui, qui ne sont pas restés. Et sinon, bon, pour parler rapidement, là, déjà à l'époque, on faisait des films en stop motion. Bon, évidemment, le stop motion a pu être utilisé dans le cinéma traditionnel là, pour faire des effets spéciaux, intégrer des personnages comme bon, l'exemple facile, c'est King Kong, qui était animé là, en stop motion. Mais c'est ça, mais là, on fait des films exclusivement en stop motion avec des marionnettes, comme Le roman de Renard, un film français. Puis, c'est sûr, je vais mal le prononcer, là, mais Die Sieben Ruben, un film allemand de 1937. Tu as aussi un film de l'URSS, Le Nouveau Gulliver, en 1935, qui est, ben ça, tu as des marionnettes qui sont des personnages là, animés en stop motion. C'est eux qui sont principaux dans le film, mais tu as quand même aussi des humains. Voilà. Et donc, en 1937, bon, je parlais de Disney qui s'est développé, tout ça avec les Symphonies, ben c'est là enfin qu'ils vont sortir leur premier long métrage d'animation, donc qui est Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est en fait le premier long métrage d'animation de l'histoire qui soit à la fois en couleur et avec du son. Et bon, c'est vraiment un des premiers, là, j'ai cité les autres, là, qui pourraient concourir à être le meilleur, le premier film d'animation, le premier long métrage. Mais c'est ça, mais donc Blanche-Neige, c'est vraiment, il y a beaucoup, il y a une volonté de faire quelque chose de très ambitieux, puis qui va amener le public dans les salles, puis tout ça. C'est un projet qui va coûter 1,5 million de dollars à l'époque, en 1937, là, c'est énorme. C'est ça, on a eu une volonté là, de faire quelque chose de réaliste, faire une vraie histoire, avec des moments plus tristes, il va y avoir comme une vraie courbe dramatique, parce qu'avant, les symphonies, ça durait même pas 10 minutes. Puis les dessins animés, ben, c'était
aussi, c'était très cool, là, les autres Mickey et compagnie, ou du côté de Tex Avery. Puis c'est beaucoup basé sur l'humour, sur des gags, sur des situations rigolotes, des mauvais coups, tout ça. Mais là maintenant, il faut faire une histoire qui tienne sur 1 heure et demie. Donc voilà. Mais tu sais, c'est l'aboutissement, au final, ce long-métrage-là, d'un système qui est vraiment très au point, là, que Disney avait des écoles pour former ses animateurs. Ben, une école de formation pour ses animateurs. Euh, c'est un système aussi que l'idée, c'est que tu engages, tu fais comme un casting pour tes personnages, mais pas, je parle pas au niveau des acteurs ou pour faire la voix ou peu importe. Là. Je parle du casting pour l'animateur, dans le sens que chaque animateur se fait attribuer un personnage, là, bien souvent, pour les personnages principaux. Euh, Puis, bon, cet animateur-là, c'est lui, on a parlé tantôt des animations clés. Ben là, c'est ça. L'animateur, il fait ça. Puis, c'est ça, là, pour décrire un petit peu la procédure là, du film d'animation à l'époque, fait de façon industrielle, à grande échelle, tu as l'animateur qui fait ses animations, c'est lui aussi qui note, là, qui doit faire ses calculs, puis tout ça pour dire combien ça prend de dessin entre, comme je disais tantôt, mon dessin là, puis mon dessin là. Ben là, c'est lui qui note combien de dessins ça prend. Après ça, bon, c'est les employés qui font les dessins d'intervalle, ben là, ils font ces dessins-là. Après ça, pour s'assurer que tout est correct, on va filmer ça. Donc, on va mettre les différents dessins ensemble, on va projeter ça, on va regarder. Ah, il faudrait corriger ce mouvement-là, il faudrait corriger ça. Donc là, on repasse à la planche à dessin, puis on recommence pour s'assurer que ce soit correct. Après ça, un coup que l'animation des personnages est correcte, ben, je dis un coup. Évidemment, ça se fait aussi en parallèle, là, mais tu as des artistes qui vont dessiner les décors. Là, après les décors, ben là, tu as l'équipe de la couleur qui va ajouter de la couleur aux personnages puis aux décors, un coup que sont finalisés. Puis après ça, mais juste l'animation, la couleur, c'est pas suffisant. Ça prend aussi une équipe des effets spéciaux qui va travailler à ajouter des éléments. Puis des fois, c'est très artisanal d'essayer de jouer chimiquement avec la pellicule ou des trucs comme ça. Par exemple, c'est bon. Pour créer un scintillement, mettons que tu as une chandelle dans une scène, tu fais juste dessiner ton feu et tout ça, ben là, quand tu le passes à l'animation, puis tu vas juste ajouter la couleur, ben là, tu regardes ça, puis ça n'a pas un feeling réaliste, tu n'as pas une sensation réaliste de feu, donc là, c'est l'équipe des effets spéciaux qui va travailler pour ajouter le scintillement. Tout ce qui est les ombres aussi, ben là, c'est plus cette équipe-là qui va s'occuper justement de mettre les ombres aux bons endroits, puis des trucs comme ça. Quand tu as l'eau qui coule dans une rivière, ben là, c'est pas l'animateur qui dessine comme à la main chaque mouvement de l'eau pour en plus que l'animateur il s'occupe des personnages, là, donc c'est pas son travail si on veut. Là. Donc là, c'est plus l'équipe des effets spéciaux qui va essayer d'ajouter un effet pour qu'on ait l'impression qu'il y ait de l'eau dans la rivière pour de vrai, que c'est pas juste une forme bleue immobile. Là. Donc, voilà, des trucs comme ça. Puis un coup que tout ça est fait, ben là, en fait, les effets spéciaux, ça dépend. Là. Des fois, ça va être fait après, évidemment, après que ce soit filmé. Puis d'autres fois, certains effets peuvent être travaillés avant. Mais c'est ça. Mais mettons qu'on est rendu à l'étape pour filmer la scène, ben là, on filme là, tous les éléments ensemble. T'as vraiment j'ai vu des feuilles de production là, détaillées que bon, la caméra doit tel mouvement sur le décor, puis telle image à ce moment-là, puis toute instruction très détaillée de quoi faire, que le cadreur y arrive, puis il ne soit pas perdu, puis au final, ce ne soit pas le cadreur qui soit l'artisan qui décide de comment le film est fait. Donc, voilà. Un autre truc là, qui est utilisé par Disney à l'époque, c'est typiquement là, Disney, c'est bon, on parlait des celluloïdes pour séparer décors et personnages.
Mais là, sur Blanche-Neige, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la caméra multiplane qu'on appelle, là, ou multiplan, là, qui est dans le fond une immense construction là, qui faisait genre 4 mètres de haut. Là, qui était genre la caméra, disons que c'est placé perpendiculaire au sol comme ça. Tu as la caméra au-dessus et là, tu as plusieurs couches qui sont des plaques de verre là, ou un matériau transparent là, du genre. Puis, donc là, tu peux multiplier les couches, en fait, de décors ou de personnages. Donc, ça donne des effets de profondeur. Évidemment, tu peux jouer sur l'écart entre les différentes couches, puis des trucs comme ça. Puis, ça permet, c'est ça, ça donne des effets de profondeur. Il y a des utilisations très subtiles, par exemple, quand tu fais un travelling avant vers ton personnage. Donc là, par exemple, tu approches la caméra, sauf que là, tu t'approches du personnage, sauf que le décor en tant que tel, il est le même. L'effet que ça donne quand tu es zoomé, par exemple, ou tu t'es approché d'un personnage en gros plan, là, si tu as le décor qui est fait exactement de la même façon qu'il était sur le plan d'avant, ben, ça donne un effet bizarre et pas réaliste, en fait. Là. Donc, si tu veux travailler ça, ben là, justement, avec la caméra multiplane, ça te permet de travailler ça en éloignant ou en rapprochant le décor. C'est ça, ça permet d'avoir plusieurs niveaux de décor. Le meilleur exemple, c'est dans Bambi, là, que tu as énormément de couches d'arbres qui se succèdent, là, puis tu vois comme la caméra multiplane. Tu peux même mettre une couche de décor avant les personnages, puis jouer avec ça. Donc, voilà, c'est un outil qui était très utilisé à l'époque par Disney, puis je voulais en parler. Mais tu sais-tu combien de temps ça a pris faire Blanche-Neige? Je sais pas c'est quand ils ont commencé la production. Hein. Ça doit être long, hein. Ben oui, c'est sûr, ça a pris une couple d'années. Hein. Puis, ça a été réfléchi longtemps en amont aussi. Là. Tu vois, tu as des Silly Symphonies de 2 ans avant que c'est vraiment, tu as des personnages qui sont. Ben, déjà, tu as des personnages de Blanche-Neige qui sont apparus avant même Blanche-Neige pour genre, les tester leur animation, comme travailler avec eux autres. Mais ouais, le moment du début de production, je sais pas si je peux le trouver rapidement. Là, mais mais c'est sûr que ça a été long, puis c'est sûr. Mais tu sais, évidemment aussi, c'est les années 30, puis tu n'avais pas les mêmes conditions de travail qu'aujourd'hui, puis ils ont dû travailler des méchantes journées là, aussi. Là. Fait que, il y a cet élément-là aussi. Mais. 1934, là, ça aurait pris 3 ans, je 3 ans. pense. Ouais. C'est quand même pas pire. Mm-hmm. C'est assez rapide, là. Mais c'est beaucoup de travail. Puis... Tu sais, quand tu parlais de l'école de Disney, là, qu'ils formaient leur personnel de même, là, Tim Burton Ouais. l'a fait, ça, je pense. Il y a eu une bourse de Disney pour faire de l'animation. Puis il dit, c'est horrible. Il dit, c'est comme l'armée, puis là, t'es comme, t'as un moule, il faut de ça de même, t'as pas le choix. Il dit, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est clair, là, surtout rendu dans les années 70-80. C'est parce que si t'en étais là, puis Disney ne se remettait pas beaucoup en question à ce moment-là aussi. Puis c'était. On sonne comme ça. Puis... Ah non, c'est clair. Bon, si on parle de Blanche-Neige, plus précis, ben, avais-tu quelque chose à ajouter par rapport aux origines de l'animation que tu as vu ou quoi que ce soit ou n'importe quoi? Non, je pense que c'était bien. OK. Donc, c'est ça. Donc, Blanche-Neige, bon, si on parle avec le synopsis, je vais faire comme le résumé du film, là. Puis ça va permettre aussi d'enchaîner sur pourquoi, à mon avis, ce film-là, il vaut la peine d'être regardé encore aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fait sa force et ses particularités. Donc, bon, c'est un canevas de base typiquement dramatique. Là. Bon, c'est évidemment adapté de
de Blanche-Neige, le conte traditionnel européen ou allemand, qu'on connaît surtout fixé par les frères Grimm au début du 19e siècle. Donc bon, c'est l'histoire d'une méchante reine qui veut être la plus belle, puis là, c'est elle la plus belle, mais là, un matin, son miroir lui dit que c'est plus elle la plus belle, c'est rendu Blanche-Neige. Blanche-Neige qui est donc sa belle-fille qu'elle traite de façon misérable. Donc, c'est ça. Donc, elle apprend que c'est Blanche-Neige la plus belle du royaume. Donc là, elle décide qu'elle veut éliminer Blanche-Neige pour redevenir la plus belle du royaume. Et là, on voit Blanche-Neige qui est en haillons, donc qui est traitée vraiment injustement, qui récure les planchers. Et elle donc tout ce qu'elle veut, c'est elle aspire au bonheur. Puis le bonheur, bon, c'est représenté par le prince charmant qui va passer, qui va lui rendre visite. Donc tout ça, là, très comédie musicale, elle va chanter en récurant le plancher, tout ça. Et là, la reine décide de faire tuer Blanche-Neige. Donc là, Blanche-Neige se sauve parce que le chasseur qui était censé la tuer, ben là, il décide de l'aider. Il ne veut plus la tuer parce que c'est ça, il se sent trop mal. Et donc, elle va se sauver. Et là, elle va rencontrer des nains dans la forêt. Elle va tomber sur une maison de nains dans la forêt. Et donc, elle va se cacher à cet endroit-là. Et là, la reine va réussir à la retrouver. Et là, elle va user d'un subterfuge. Donc, elle va se transformer en fait en vieille Madame Laide pour offrir une pomme à Blanche-Neige qui va donc manger la pomme telle une Ève du paradis et donc tomber dans un sommeil profond. Et bon, et la reine meurt suite à ça, complètement sombrée dans la folie. Donc voilà. Mais pendant ce temps-là, donc, Blanche-Neige est endormie. Et là, le prince qui passe par là va venir la réveiller, va venir lui donner un baiser parce que c'est la seule façon de lever la malédiction. Il va lui donner un baiser qui va la ramener à la vie. Et donc là, non seulement elle est de retour à la vie, mais sa belle-mère méchante n'est plus de ce monde. Et elle trouve donc le bonheur auquel elle aspirait parce qu'elle a l'amour avec le prince et parce que, bon, elle a retrouvé son statut social, n'est-ce pas? Donc, voilà la belle histoire de Blanche-Neige. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que toutes ces péripéties-là, en fait, que je viens de raconter, qu'on dirait vraiment que c'est l'histoire du film, bien, c'est même pas la moitié du film. C'est-à-dire que c'est surtout au final, le début puis la fin du film. Parce que entre les deux, ben là, il y a tout le reste du film se trouve en fait entre le moment où Blanche-Neige se retrouve donc perdue dans la forêt et le moment où sa belle-mère vient la voir habillée en vieille Madame Laide. Donc là, la majorité du film se déroule entre ces deux moments-là, en fait. Parce que c'est plein de longues scènes que je peux énumérer. Donc, Blanche-Neige arrive dans la forêt, puis elle devient l'amie des animaux. Elle découvre la maison des nains, puis elle va s'y installer. Ensuite, Blanche-Neige qui fait le ménage de la maison des nains, parce que c'est vraiment ça, les crasses. Puis, elle pense qu'elle est dans une maison qui est habitée par des enfants qui sont partis à l'école, je ne sais pas. Puis là, elle décide de leur procurer un environnement plus propre, puis bon, elle n'a rien à faire quand elle fait le ménage. Puis tout ça en chantant, puis en compagnie des animaux. Ensuite, on voit les nains qui sont en train de travailler à la mine, puis là, qui travaillent en chantant, puis qui reviennent de la mine en chantant aussi. La chanson célèbre. Puis que je ne chanterai pas, à moins que tu veuilles la chanter. Non. D'accord. Bon, puis là, après ça, bon, les nains elles retournent chez eux, mais là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un chez eux. Donc là, ils ont peur. Puis, ils vont s'approcher. C'est ça. Puis, cette scène-là dure vraiment longtemps, en fait, de juste les nains qui ont peur d'être chez eux, qui s'approchent lentement de la chambre en haut où Blanche-Neige s'est endormie sur leur lit. Puis là, c'est ça, il y a tout plein de... Il y a quasiment, quasiment un moment de suspense, même si pour nous, c'est con parce qu'on le sait très bien
c'est qui est en haut, puis on sait qu'elle n'est pas dangereuse. Mais pour les nains, là, c'est vraiment c'est le moment d'angoisse ultime là, d'aller découvrir qui c'est qui est en haut. Et bon, ensuite, bon, tout le monde fait connaissance, tout le monde devient ami, tout le monde va se coucher. La scène où ils vont se coucher, c'est très long. Tu vois tout le monde qui s'installe, qui ronfle, qui s'endorme un à un, qui ne peut pas dormir à cause de tel élément ou tel élément. Puis bon, tout ça. Ensuite, bon, tu vois les nains puis Blanche-Neige qui font la fête. Là, c'est avec toutes sortes d'instruments traditionnels, puis tout le monde danse, tout le monde est heureux. Cette scène-là aussi, elle dure quand même longtemps. Puis après ça, bon, les nains qui décident de retourner travailler, puis de laisser Blanche-Neige seule à la maison, donc qui s'en vont en chantant, puis tout ça. Donc, toutes ces scènes-là, j'en ai peut-être oublié, là, mais il me semble que c'est pas mal ça, mais il y a toutes ces scènes-là qui constituent la majorité du film, en fait, là, qui sont des scènes où il se passe pas grand-chose, ou c'est pas vraiment relié à toute l'histoire principale dont j'ai parlé avant. Il y en a même, ouais, c'est ça, j'en ai vu 2 là, qui avaient été supprimés, mais que l'animation a été faite. Là, justement, quand je disais qu'ils faisaient des tests d'animation là, avant pour juste les personnages et tout, ben, t'en as qui se sont rendus à cette étape-là, puis que finalement, ils ont coupé la scène. Comme c'est ça, là, les nains qui fabriquent un lit. Donc, là, probablement, ça montre comment ils travaillent. Puis tu as une scène où ils mangent la soupe parce que, bon, Blanche-Neige, elle a préparé de la bonne soupe, mais on ne les voit jamais la manger. Mais il y avait une scène coupée où c'est qu'ils mangeaient la soupe. Donc, c'est ça. Donc, au final, c'est ça qui est un petit peu la particularité de ce film-là, si on veut, surtout si on le compare avec des films qui sont beaucoup plus rythmés ou bourrés de péripéties, comme on voit plus tard. Je veux dire, mettons, pensons à un Disney, un Disney de 92, je crois, Aladdin, où est-ce que là, c'est très rythmé, puis tu n'as pas de scènes comme ça qui viennent juste comme des longues scènes qui font juste établir une atmosphère. Tu as des scènes de comédie musicale, des chansons qui durent 2 minutes et demie, mais c'est tout. Là. On passe, les péripéties s'enchaînent. Puis mais dans Blanche-Neige, on n'est pas du tout là-dedans. Là. Les péripéties ne s'enchaînent pas à un rythme effréné. Il se passe assez peu de choses. Puis on est dans des longues scènes d'atmosphère qui viennent établir des personnages. Puis faire rire aussi le public, c'est ça aussi le but, là, parce que justement, pourquoi toutes ces scènes-là? Il y a plusieurs raisons. C'est déjà allonger le récit, parce que bon, on sait un conte, ça fait quelques pages à peine généralement, là. Puis Blanche-Neige, c'est pas... mettons, tu lis la version des Frères Grimm, c'est pas très long. Donc là, on allonge le récit avec toutes sortes d'éléments comme ça, avec les nains. Mais c'est aussi l'influence de ce qui se faisait avant, des Silly Symphonies, puis de ce qu'on faisait en animation en général, que c'était beaucoup justement, on parlait de situations comiques, puis de gags, puis de différents éléments. Ben, c'est ça, ben, c'est beaucoup ça en fait, ce film-là. C'est comme, c'est une grande histoire, puis à l'intérieur de cette grande histoire-là, ben, tu as beaucoup de petits éléments, de passages rigolos, tu as beaucoup une collection de gags, en fait, là, de petits sketchs là, très drôles à l'intérieur de cette grande histoire-là. Ben, très drôle, ça dépend évidemment de notre niveau de sensibilité. Puis, ça reste un film, ça restait destiné principalement pour les enfants, là, même s'il y avait quand même une volonté de joindre beaucoup de gens. Mais c'est ça, évidemment, c'est des gags c'est ça, qui ont volonté. Là, c'est très burlesque. Là. On peut même voir aussi une influence. Là, quand tu regardes les films de comédie en général de l'époque, bon, c'est sûr, on est en 1937, là, mettons. Ben, c'est l'époque du muet est terminée, mais c'est juste 1 an après Modern Times de Charlie Chaplin. Que quand tu regardes un film de Charlie Chaplin, ben, au final, la majorité de ce qui se passe, c'est juste des scènes rigolotes, burlesques de Charlie Chaplin qui fait du patin dans un magasin de jouets, passant proche de tomber à chaque tour qu'il fait. Là. Bon, ça, c'est dans les temps modernes. Mais c'est ça. Mais tu as beaucoup ça, en fait, dans Blanche-Neige, là, beaucoup de gags visuels appuyés par la musique, aussi, comme on parlait tantôt.
ben là, c'est très présent dans Blanche-Neige. C'est vraiment, on sent l'influence de ce qu'il faisait dans les années 30. Bon, parler qu'il y avait des chansons, puis un aspect comédie musicale. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça qui est là. Mais un autre élément aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est un film où tu vois qu'il y avait une volonté, si on veut, d'impressionner. On est quand même encore au début de l'animation, puis au début on découvre ce qu'on peut faire avec, puis justement, on se rend compte qu'en mettant beaucoup d'employés, beaucoup de budget, beaucoup de ressources, bien là, on peut essayer de repousser un petit peu les limites de ça. Ils vont, quand je parlais de scènes justement qui repoussent les limites puis qui sont là pour impressionner, j'ai mentionné un petit peu les animaux, Blanche-Neige qui rencontre des animaux, Blanche-Neige qui fait le ménage avec les animaux, mais c'est fou la quantité d'animaux qui sont dessinés à l'écran. Là, ça a dû prendre vraiment beaucoup de ressources pour justement les animateurs qui ont travaillé à dessiner les animaux qui se retrouvent en grand nombre. Il faut penser que si tu as, je sais pas moi, si tu as 20 animaux, si tu as des oiseaux, puis des écureuils, puis telle autre sorte d'oiseaux, puis des ratons laveurs, puis des chevreuils, tout en même temps qui bougent dans la scène. Il faut penser que tous ces personnages-là sont tous dessinés un à un, avec toutes leurs images, leur animation un à un. Mais tu sais, juste si tu regardes en 37 aussi, je pense, du Scooby-Doo, puis comme les Flintstones, que c'est vraiment plus cheap, mais c'est pas une question de moyens. Ben, c'est pas une question de technique, là, c'est juste une question de budget, dans le fond. Là. Ben, exact, c'est ça. Parce que la technique, au final, est assez simple. Là. Je veux dire, tu dessines les images une par une, puis voilà, c'est tout. Là. Mais ça te prend énormément de ressources pour avoir 20 personnages en même temps dans la même image pendant plusieurs secondes, puis même, c'est ça, plusieurs minutes, là, si tu comptes toutes les différentes images qui se succèdent. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment beaucoup une question de moyens. Puis pour ce film-là, ils ont vraiment décidé de mettre les moyens. Puis, puis c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un aspect impressionnant, puis un aspect démesure qu'on ne retrouve pas nécessairement par après aussi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est aussi, on va expérimenter beaucoup, avec les 7 nains, on essaye de trouver des façons rigolotes de les animer. On teste des choses dans les mouvements humains, qu'est-ce qui pourrait être drôle de leur faire, les expressions du visage, tout ça. Et chaque nain est animé par un animateur précis qui, justement, va développer son personnage, puis il va lui trouver des trucs drôles. Chaque animateur aussi veut mettre son personnage de l'avant, il veut exploiter son design, sa personnalité, il va élaborer des gags juste à partir de son personnage, ce qui fait que tu as une espèce de brainstorm permanent qui est là dans ce film-là des artisans les plus importants là, du film, qui fait en sorte que ça fait justement des longues scènes comme ça, remplies de gags, que tel nain fait ça, pendant que tel autre il fait ça, que tout le monde va se coucher, ok, mais là tu vois chacun des nains un par un, puis il se passe tout quelque chose de rigolo avec eux pendant qu'ils essayent de s'endormir. Donc c'est beaucoup ça en fait, ce film-là. Donc voilà pour ça. Donc c'est ça, c'est vraiment le caractéristique de ce film-là du début de l'animation qui va être, si on veut, perdu par après, dans un sens. Mais on va en parler un petit peu après. Je sais pas, ça fait combien de temps? J'avais dit que ce serait long. Ça fait. Attends, je vais checker. Ça fait au moins, mettons, 1h05, à peu près. Au moins, peut-être plus, mais. Pour vrai? Ouais. Wow, je pensais pas. Bon, mais c'est ça. Mais pour la suite, bon, là, pour parler d'aspects un peu plus généraux, là, commerciaux, là, ça a été vraiment un très grand succès à sa sortie. C'était, je pense, le plus grand succès du cinéma à l'époque. Là. Avant Gone with the Wind, qui est sorti 2 ans plus tard. Mais avant ça, qui est encore le plus grand succès aujourd'hui, soit dit en passant, Gone with the Wind.
Mais c'est ça, mais au final, c'était pas un succès qui était assuré nécessairement parce que. Pourquoi tu ris? C'est pas Avengers Endgame, là. Non. Non. Je vais t'expliquer le principe de l'inflation. Non, non. Ouais, je sais. Mais ça reste qu'Avengers, il est vraiment haut à cause de. Ben, entre autres, à cause de l'augmentation de la population, puis du fait de l'augmentation des marchés, puis la Chine, puis tout ça, là, c'est sûr que ça fait en sorte aussi que ça fait des chiffres plus élevés. Mais même à ça, si tu prends juste au nombre de billets vendus, quand le Dublin reste premier, mais ça compte aussi les ressorties, enfin, en tout cas, peu importe. Mais c'est pas vraiment ça le but de la discussion. Mais c'est ça, tu sais, c'était pas acquis que les gens allaient vouloir s'asseoir pendant 1 heure et demie là, dans une salle de cinéma pour regarder un film fait avec des dessins. Donc, dans un sens, c'est quelque chose qui est... on se rend compte que, ah, tiens, ça peut marcher. Donc, après ça, les longs métrages vont se multiplier par la suite, là, autant du côté de Disney qu'ailleurs. Et donc, sinon, au niveau de l'influence là, sur Disney plus précisément, ben là, il va y avoir... c'est un film qui introduit plein d'éléments. Là, je veux dire, ça commence par un livre de contes au début qui s'ouvre, là, ça raconte il était une fois, blablabla. Bon, c'est très... que Disney va utiliser par la suite, que Shrek va parodier, puis tout ça. Wes Anderson, il fait ça aussi, là. Il fait toujours ça, quasiment. Pas toujours, mais il le fait. C'est aussi bon un film de princesse qui est quelque chose qui est très associé à Disney, même si au final, quand on regarde les films un par un, les films de princesse, il y en a eu 3 avant les années 90. Et c'était pas la majorité des films, et de loin, c'était pas du tout ce genre de film-là. Puis, ben c'est drôle d'ailleurs, quand tu regardes la réception qu'a eu Cendrillon, qui est donc sorti en 1950, je crois, qui est en fait, tu regardes ça, puis tu le regardes, mettons, aujourd'hui, puis tu te dis, ah, ben, c'est un film de princesse classique Disney. Mais à l'époque, c'était juste le 2e film de princesse de Disney. Ce qui fait que. Puis il y a eu plein d'autres films qui n'avaient rien à voir, comme Pinocchio puis Bambi et compagnie. Donc les gens en voyant. Donc il y a beaucoup de critiques à l'époque en voyant Cendrillon qui disaient ah ben le film manque d'originalité parce qu'il ressemble trop à Blanche-Neige, puis tout ça. Parce que aujourd'hui, on ne pense pas à associer ah oui, Cendrillon ressemble trop à Blanche-Neige, on pense que Cendrillon fait partie des films de princesse. À l'époque, c'est comme une redite de Blanche-Neige. Mais voilà. Sinon, bon, le film avait reçu un Oscar spécial là, pour sa contribution au cinéma. C'est ça. En fait, tu avais la statuette normale, puis tu avais 7 petites statuettes, là, comme pour représenter les scènes. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On disait que c'était un immense succès. Puis bon, je pensais parler un petit peu rapidement des films qui ont suivi du côté de Disney, parce que, bon, en 1940, donc 3 ans plus tard, sort Pinocchio, qui était encore plus ambitieux. Je pense que ça a coûté $1 million de plus. Encore plus d'employés, plus de budget, tout ça. L'animation est encore plus travaillée. On essaie des trucs. La caméra multiplane est très, très utilisée. On multiplie les décors parce que ça aussi, si tu fais plusieurs scènes comme avec le même dessin de décor, ben là, ça demande moins d'énergie que si tu changes de décor constamment puis plus rapidement. Tu as beaucoup plus de mouvements de caméra aussi dans ce film-là. C'est tous des trucs qui peuvent être compliqués à faire, qu'on demande justement, mais tu sais, c'est parce que des fois, tu peux dessiner un grand décor, puis la caméra va juste filmer cette partie-là, mais que la caméra va bouger, puis tu vas voir comme d'autres éléments du décor. Mais c'est ça, tu as beaucoup de caméras, fait que là, ça te demande des plus grands décors aussi. Donc, c'est ça, plus d'effets de lumière, des effets spéciaux, tout ça. Puis Pinocchio, c'est aussi un film qui est beaucoup plus sombre là, au niveau de l'histoire, là, en fait. Là. C'est plus... c'est moins joyeux que Blanche-Neige. Bon, je l'ai souvent vu cité là, comme le meilleur film d'animation de tous les temps, tout ça. Là. Par contre, c'est pas un film qui va avoir un grand succès, parce que 1940, c'est la guerre. Ouais, c'est ça. La guerre est commencée. Les États-Unis ne sont pas en guerre, mais
ils sont quand même en effort de guerre, de semi-aide, de collaboration avec la Grande-Bretagne et tout ça. Donc, les gens ne vont pas nécessairement au cinéma. Puis là, on parle juste des États-Unis, mais il faut penser que ces films-là sortaient partout dans le monde. Donc là, disons qu'en 1940, sortir en Europe, c'est plus compliqué. Donc voilà, pas un énorme succès. La même année sort Fantasia, qui est donc qui avait pour ambition, si on veut, de faire découvrir la musique classique aux gens. Donc, bon, je sais pas si tu as vu Fantasia, mais... C'est sûr que je l'ai vu à l'école. Ouais, mais sûrement juste l'apprenti sorcier. Ça se peut. Le, Ben, je me souviens pas. la partie, celui avec Mickey là, qui fait... Ouais. Ben, le magicien. Ouais. Ouais. Le magicien, mais c'est ça, c'est l'apprenti sorcier. C'est son maître, il est parti, puis le sorcier est parti, puis là, lui, il décide d'essayer les formules magiques, puis tout ça de son maître pour faire le ménage à sa place, en fait. Puis, mais là, il perd complètement le contrôle. Mais c'est ça, c'est un des épisodes, si on veut, ou des petits courts-métrages qui constituent Fantasia, le long film qui dure 2h20, qui est donc une collection de petits épisodes comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus abstraits, d'autres beaucoup plus concrets, qui racontent beaucoup plus des histoires plus concrètes, tout ça. Donc, c'est ça, c'est le principe. Il n'y a pas de parole, c'est juste la musique, c'est des grands morceaux de musique classique. Moi, personnellement, mon préféré, c'est la symphonie pastorale de Beethoven, la 6e symphonie, qui se déroule à l'Olympe. Donc, avec les dieux grecs. T'as Dionysos complètement sous avec son vin à un moment donné, c'est malade. Mais t'as des dieux grecs ou des créatures mythologiques, là, des centaures, puis des trucs de même. Là. Personnellement, c'est mon préféré. Mais c'est un film qui est quand même vraiment long, là, 2h20. Là, c'est comme, je pense que je recommande. Il me semble qu'il y a un entracte au milieu, fait que je recommanderais de le regarder en 2 fois. Mais ouais, mais c'est ça, sinon ça reste très bon. D'ailleurs, il y a Fantasia 2000 qui est sorti en 2000 ou en 99, je pense, là, qui est comme la reprise du même concept avec des nouvelles pièces. Puis bon, il est beaucoup plus court, là, puis il se regarde vraiment très bien, là, mais bon, c'est quand même bon. Là. Par contre, ils ont repris l'apprenti sorcier, fait que t'as un des épisodes qui est comme la même chose que dans le Fantasia original, mais c'est ça, non, c'est très bon. Là. La musique, c'est plus des morceaux connus qu'on entend souvent, par contre, dans Fantasia 2000. Je sais pas si c'est parce que si dans le Fantasia original, la musique utilisée dans le film était de la musique vraiment très utilisée et connue à l'époque. Mais en tout cas, pour ce qu'on entend souvent aujourd'hui, dans Fantasia 2000, c'est vraiment beaucoup de musique qu'on connaît. Sinon, tu as Dumbo en 1941, qui est donc le film suivant, qui est particulier parce que c'est tous des films qui valent vraiment la peine d'être vus, là, parce que c'est vraiment comme les premiers films de Disney, les premiers vraiment longs métrages d'animation à grand déploiement comme ça. Tu as Dumbo qui, lui, va être un succès comparé à Fantasia, puis à Pinocchio, puis même à Bambi après. C'est un film beaucoup plus simple. Je pense qu'il a coûté moins d'argent aussi. C'est pas du tout l'élaboration d'un Pinocchio au niveau des décors. Les dessins, tout est beaucoup plus simpliste. C'est beaucoup moins réaliste. C'est un aspect très cartoon qui rappelle beaucoup plus les symphonies ou même les cartoons vraiment de Disney plus de base. Mais ça reste vraiment très élaboré au niveau de l'animation et tout ça. Là. Mais c'est un esprit très différent là, des autres de la même époque. Ça dure juste, c'est assez court aussi, là, c'est 64 minutes, générique compris. T'as pas de caméra multiplane utilisée là-dedans. Là. C'est vraiment, tout est très simple. Mais c'est quand même très bon, très maîtrisé, très émouvant. John Lasseter,
une des figures de proue de Pixar, là, il était directeur artistique de Disney et Pixar il n'y a pas longtemps, là, avant de partir pendant le mouvement MeToo. Mais, Ouais. ouais. Mais c'était, je veux dire, je veux pas minimiser quoi que ce soit, là, mais c'était une histoire qui était très colleux, puis ça a l'air que c'est ça rendait certaines personnes mal à l'aise, puis on ne sait pas trop tous les détails, mais je pense pas qu'il y ait d'histoire d'horreur, là, mais voilà, il est parti à cause de ça. Mais c'est ça, mais c'était son film préféré, là, Dumbo. J'ai souvent dit que c'était son film préféré. Mais c'est ça, particularité aussi, c'est que c'était la grève chez Disney à cette époque-là, puis que le film a été fait par des scabs, par des briseurs de grève. Parce que, bon, c'est 1941 encore. Puis, parce que, bon, c'est ça, on parlait de multiplication des employés, puis de projets de plus en plus ambitieux. Donc, évidemment, les travailleurs, à un moment donné, ça leur tente pas de faire des heures de fou ou d'être traités comme de la merde. Donc, tu as énormément de gens qui sont partis. Puis, au final, ceux qui sont restés puis qui ont fait le film, c'est beaucoup de gens qui étaient là dans les années 30 pendant les Silly Symphonies, qui faisaient des cartoons. C'était comme vraiment des vieux de la vieille, de l'animation plus traditionnelle telle qu'elle se faisait dans une optique plus moins réaliste, puis tout ça. Puis ça se ressent sur le film. Puis bon, c'est quand même très bien. Voilà. Puis le dernier de cette grande époque, c'est 1942, Bambi, qui est personnellement mon préféré, qui est vraiment un très très beau film. C'est un hommage à la nature, même un hommage à la vie. C'est vraiment magnifique. Tous les personnages sont des animaux. Tu as juste l'homme qui apparaît même pas. C'est un humain qui apparaît même pas à l'écran là, pendant une scène que je ne spoilerai pas, même si tout le monde me connaît. Mais c'est ça. C'est ça. Tu as juste un personnage humain qui est là, mais qu'on voit pas. Puis les animaux sont beaucoup moins. C'est beaucoup moins anthropomorphique que dans d'autres films. Là. Puis entre autres, le Roi Lion, ça, c'est comme le seul, je pense, que tu as vraiment zéro être humain. Mais pour le coup, c'est une adaptation d'Hamlet, puis les personnages se comportent quand même comme des rois, puis des personnages assez humains quand même. Tandis que dans Bambi, ben là, évidemment, c'est pas un documentaire sur les animaux non plus, là, mais tu as quand même un peu plus de comportement typiquement animal dans celui-là. C'est comme une suite de tableaux aussi. Tu as les saisons qui passent, puis alors que dans Blanche-Neige, tu avais les grandes scènes avec rempli de gags, ben là, tu as encore ça un petit peu dans Bambi, mais tu as un aspect très, très, très poétique, très beauté de la nature qui se développe le plus. C'est ça. Donc, j'avais parlé là, que la caméra multiplane était vraiment très utilisée là-dedans. Puis c'est comme aussi pousser tout le concept des animaux qu'on avait dans Blanche-Neige, ben, de pousser d'en faire un film complet avec c'est encore plus élaboré, encore plus de dépenses, puis tout ce que tu voudras. Sauf que quand le film est sorti, ben là, c'était non seulement que la guerre avait lieu, mais là, les États-Unis sont entrés en guerre juste avant la sortie du film. Donc, pas un succès, mais bon, c'est ressorti après, à la fin des années 40 ou des années 50, ou, en tout cas, peu importe, mais c'est plus à ce moment-là que ces films-là ont eu du succès au final. Ben, c'est un succès culte, pareil. On s'en rappelle aujourd'hui, puis tout le monde connaît ça. Là. Ah, mais c'est clair. Là. Après ça, c'est tous des films qui sont vraiment très connus aujourd'hui, puis qui ont eu un énorme succès par après. Là. C'est évident, mais si on parle juste de la sortie au cinéma, ben, ça a été plus difficile pour certains à ce moment-là, la première sortie. Voilà. Donc, ça conclut dans le fond l'histoire. Là, si on parlait vraiment plus de Disney, là, de leur période, leur première période. Genre l'âge d'or. C'est l'âge d'or, dans le fond, c'est ça? Ouais. Ben, il y a plusieurs conceptions de ça. Là. Mais c'est vraiment leur vrai premier âge d'or, si on veut. Il y en a qui vont étirer le premier âge d'or jusqu'à
jusqu'à la mort de Walt Disney, jusqu'à Merlin l'Enchanteur, je pense, en 63. Mais c'est ça, mais ça reste que tant qu'à moi, les films qui sont sortis à ce moment-là, ben, c'est que ça a été vraiment des grands succès, puis c'était une époque où Disney était un petit peu. C'est surtout au niveau commercial, si on veut, là, ou populaire, où Disney était plus au sommet. Alors qu'il y a eu un déclin après la mort de Walt Disney. Mais si on parle vraiment de plus la qualité des films, tant qu'à moi, c'est vraiment ces films-là qui représentent vraiment le premier âge d'or, leur âge d'or de départ. Que chaque film était plus ambitieux que le précédent ou différent du précédent. Mettons qu'on parle de Dumbo, qui est un petit peu un cas à part, là, mais quand même, c'est ça, vraiment très bon. Puis, par la suite, ce qui est sorti par la suite, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'ambition. On commence à se placer, on développe des techniques plus pour gagner du temps, pour que ça coûte moins cher. Puis on n'a plus la volonté nécessairement de repousser toutes les limites. On a juste à regarder Peter Pan, qui est sorti en 1953. C'est aussi qu'on n'a plus nécessairement les moyens de se permettre de faire tous ces trucs-là. Là. Puis bon, les années 50, c'est aussi le moment où Disney se lance dans la construction de Disneyland. Que ça accapare beaucoup de budget et d'énergie pour la direction. Mais je parlais de Peter Pan, c'est parce que le film, quand je l'ai vu, tu as beaucoup de décors, de plans larges avec des décors très fixes, là, très peu, qui m'apparaissent, que je trouve assez peu travaillés. À la fin, quand ils sont sur le bateau du capitaine Crochet, t'as pas l'impression d'être sur un bateau, t'as pas l'impression d'être sur l'eau. Il y a tellement pas de mouvement. T'as juste comme le décor est immobile, puis t'as deux personnages à la fois. T'as pas la même impression de grandiose que tu pouvais avoir dans des films précédents, là, si on veut. Ça, c'était aussi Merlin l'Enchanteur au Robin des Bois, qui sont des films très. T'sais, ça peut être des bons films. Évidemment, si l'histoire te touche ou si tu t'intéresses à tout ça, ou Merlin l'Enchanteur, je trouve que c'est très bon justement parce que c'est plus intimiste, c'est une petite histoire avec peu de personnages, puis c'est pas des grandes situations, tout ça. Puis je trouve que c'est très bon, mais tu n'as clairement pas la même ambition que ce que tu avais dans les années 30-40. C'est ça, ça va être beaucoup l'année des années d'innovation, puis tout ça, là, comme, ou d'éléments particuliers sur la direction artistique, par exemple. C'est-tu moi qui ai fait ça? Ouais, c'est toi. OK. Mais c'est ça, tu as beaucoup d'éléments au niveau de la direction artistique. Je pense au décor dans Londres, dans les 101 Dalmatiens. C'est des dessins là, super beaux avec des couleurs particulières. Tu as une ambiance urbaine vraiment particulière, là, sûrement inspirée d'un artiste quelconque. Là, que j'ai pas fait trop de recherches sur les 101 Dalmatiens, mais c'est super intéressant visuellement. Dans La Belle au bois dormant aussi, tous les décors, encore une fois, les châteaux, tous qui ont des formes très différentes des autres Disney. C'est vraiment une recherche là, à ce niveau-là, au niveau artistique. C'est aussi quand je parlais d'innovation, dans les 101 Dalmatiens, ils vont commencer à utiliser de la zérographie, de la photocopie, en fait, là, pour faire moins de dessins. Puis entre autres, parce que dans les 101 Dalmatiens, t'as 101 Dalmatiens déjà, mais c'est que c'est aussi des Dalmatiens, c'est des chiens avec des taches noires. Puis, essaye d'imaginer animer les taches noires comme une à une, comme justement on parlait tantôt du décor qui tremble, mais imagine les taches qui tremblent. Fait que, donc c'est ça. Si on parle des innovations qui sont sorties, après ça, au niveau des innovations, il n'y a pas eu grand-chose, justement, juste des trucs pour gagner du temps comme ça, des affaires comme ça. Puis tu as le numérique qui commence à arriver à partir des années 80. Tu as le décor de Big Ben à l'intérieur de Big Ben dans Basile, détective privé, là, en 86. Je ne sais pas si tu l'as vu. Là, mais... Petit, je ne me rappelle plus.
Ouais. Ça, ils courent à l'intérieur de Big Ben, comme à l'intérieur des rouages de l'horloge, là. Puis, fait que là, t'as comme la caméra qui bouge comme clairement en 3D, tu sais, de façon que tu ne voyais pas dans l'animation avant. Puis, puis tous les rouages sont faits à l'ordinateur, là. Mais tu sais, c'est vraiment laid aujourd'hui, là. Comme ça détonne avec les personnages. Mais c'est ça, c'est une des premières utilisations là, comme ça. Euh, T'as aussi des trucs tout cons, là, mais le personnage dans Aladdin, tu as un tapis volant, qui est une sorte de personnage en lui-même. Mais lui, il est animé par ordinateur, parce que c'est un tapis avec tout plein de motifs, tout plein de motifs compliqués dessus. Puis tu peux pas dessiner ça à chaque fois, comme 24 fois par seconde, ça n'a aucun sens. Là, parce que non seulement ça fait beaucoup de travail, mais justement, pour revenir encore au fait que ça tremble, mais là, imagine avec tout le tapis, plein de motifs, plein de couleurs, ce serait psychédélique, là. Il me semble. Je sais, en tout cas, il me semble. Mais c'est ça. Puis, bon, c'est en 95 que Pixar va arriver avec. Ben, ils ont fait des courts-métrages avant, là, mais si on parle juste des longs-métrages, ils sont arrivés avec Toy Story, qui est vraiment un grand bouleversement parce que c'est fait 100% à l'ordinateur. 100% en images de synthèse, 3D, tout ça. Puis, bon, peu à peu, là, dans les années qui vont suivre, surtout plus dans les années 2000, ben, ça va vraiment se répandre. Puis aujourd'hui, quand tu regardes les films d'animation grand public, C'est toujours en synthèse même, à peu près. c'est ça, t'as plus d'animation, t'as plus d'animation traditionnelle vraiment. Mm. C'est Wes Anderson qui fait du stop motion avec de la plastine, mettons, mais c'est pas pareil. Ouais. Mm. Puis même, t'en as aussi qui vont faire de l'animation plus traditionnelle, 2D, en dessinant, mais à cette heure, ils vont dessiner avec des logiciels pareils, puis Ben, c'est ça, c'est vraiment sur plus leur facile. tablette. Tu peux faire la même chose que tu faisais sur papier, mais sur l'ordi, c'est bien plus facile, tu sais. Exact. Mais c'est ça. Fait que ça reste de l'animation traditionnelle, mais euh, au final, sur papier, il y en a beaucoup moins. Après, en tout cas, dans tout ce qui est grand public, il n'y en a plus. Là. Ben, le Disney, leur dernier qu'ils ont fait, c'était en 2011. C'est Winnie l'ourson qui a eu zéro succès là, à ce moment-là. Puis avant ça, 2 ans avant, il avait fait la, la princesse et la grenouille, Princess and the Frog, qui est bon, c'est un film de princesse, là, 2009 de Disney, là, qui est avec la princesse Diana, là, qui se passe en Nouvelle-Orléans. Là. Ça a été quand même un bon succès, là, mais beaucoup moins que, que Réponse, que Tangled, sorti l'année suivante, qui était lui, pour le coup, vraiment animation, en image de synthèse. Mais si tu regardes La princesse et la grenouille, c'est vraiment. C'est 2009, mais c'est un Disney vraiment fait à la main. Traditionnel, là, avec bon, du numérique d'intégrer, comme on disait, comme on parlait bon, d'Aladin et tout ça. L'animation des effets spéciaux aussi qui vont s'ajouter par ordinateur, là, mais la base, c'est des personnages dessinés à la main sur du papier et tout ça. Là. Puis ça reste, c'est resté là, mais là aujourd'hui beaucoup. Mais c'est sûr, en même temps, il y a du côté du Japon, des studios Ghibli, puis Miyazaki et compagnie. Euh, j'ai pas suivi exactement les derniers Ghibli, c'est comment qui étaient faits, là. Je suis pas trop connaisseur. Je suis connaisseur plus de. Ben, j'ai vu tous les films de Miyazaki, mais pas les autres. Donc, voilà. Mais tu sais, Miyazaki, c'est ça. Son dernier film, c'est Le vent se lève en 2011. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2011 ou 2013. Ouais, peut-être plus. En tout cas, peu importe, là. Mais, mais ça, pour le coup, c'est vraiment de l'animation traditionnelle, là. Puis, voilà. Avais-tu quelque chose à ajouter sur le cinéma d'animation? Mais tu sais, à travers tout ça, tu as tout l'ONF aussi, Ouais, qui mais était c'est vraiment ça. important, mais comme on peut y revenir aussi à un moment donné, là, parce que c'est un gros bloc. Là. Mais c'est ça, parce que là, au final, j'ai parlé beaucoup de tout plein euh, de tout plein de courants au début du cinéma, puis tout
l'invention de l'animation, puis les premiers films d'animation, puis tout ça, mais après ça, rendu à Blanche-Neige, puis tout, là, je me suis plus concentré sur Disney parce que c'est ça, parce qu'au final, je voulais parler de Blanche-Neige. Puis après ça, ben là, j'ai continué de parler de Disney parce que c'est un sujet que je connais quand même, là, qui m'intéresse depuis une couple d'années, mais au final, j'ai pas vraiment. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont faites à côté. Mais de toute façon, si on parle de films d'animation, ben c'est ça, tu parlais de l'ONF, il y a beaucoup de... Je pense que c'est des pionniers aussi, là, l'ONF, là, vraiment beaucoup. Mhm. Ben c'est ça, ils ont expérimenté plein de trucs aussi, puis ils ont fait, tu sais, Frédéric Bach, là, l'homme qui plantait des arbres, là, Ouais. c'est magnifique, là, ils ont fait justement beaucoup de films comme ça que c'est, on parlait de séparer décors et personnages, ben, l'ONF a fait beaucoup de films où on ne les séparait pas, puis que c'était par exemple des peintures ou des dessins super, parce qu'il y avait des volontés artistiques comme ça, puis on parlait du décor qui tremblait s'il fallait leur dessiner à chaque fois. Ben, tu as beaucoup de films de l'ONF qui jouent là-dessus pour créer un effet artistique intéressant. On Donc, pourrait faire un projet sur ça, l'ONF, là, c'est à y penser. ah, C'est c'est une intéressant. pensée. C'est une pensée. Ouais, parce que c'est ça. Sinon, ben, c'est ça, tu as plein d'autres films là, dans les années. T'as Don Bluth là, qui a fait des trucs intéressants. Là, ben, c'est lui qui a fait The Land Before Time, là, Petit Pied le dinosaure. Là. Mais Fievel et le Nouveau Monde, surtout, je pense, là, qui Don Bluth qui était vu un peu comme, c'était l'époque où Disney, bon, était, ben, non, Disney est encore de même, là, mais c'était très consensuel, puis tout ça. T'as Don Bluth qui abordait comme des sujets plus graves, puis tu sais, ou peut-être la réalité plus difficile de la vie, tu sais. Justement, ce film-là, ça raconte l'histoire d'un immigrant qui arrive aux États-Unis, puis que c'est d'une famille immigrante, là, ben, c'est des souris, mais c'est ça, ou des rats, des souris, en tout cas, peu importe. Là. Mais c'est ça qui doit trouver un moyen de s'intégrer, puis c'est pas facile de trouver du travail, puis de survivre, puis il y a plein de conflits, comme dans les basses ruelles de Londres, pas de Londres, de New York. Là, donc c'est ça, c'est un film qui est destiné pour les enfants, mais qui aborde des thématiques plus rough que, 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 que dans la majorité des films Disney. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. C'était bon. Voilà. Excellent, excellent.